Bonjour Lamine. Bonjour Serge. Encore merci d'être là, merci pour ton temps. Ça me fait super plaisir de t'avoir enfin du coup en interview. Donc merci beaucoup. On va passer un petit moment ensemble. Je vais te poser quelques questions. Alors déjà, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui te découvriraient aujourd'hui? D'accord. Déjà, dans un premier temps, merci pour ton invitation. Alors moi, je suis Lamine Silla, conseiller en gestion de patrimoine, donc depuis maintenant 3 ans. Il faut savoir qu'avant d'être conseiller en gestion de patrimoine, je suis investisseur immobilier. Tout simplement, je me suis lancé dans la gestion de patrimoine parce que en tant qu'investisseur particulier, j'ai cherché en fait des gestionnaires de patrimoine pour tout simplement pouvoir avoir du conseil. Et malheureusement, j'en ai pas trouvé parce que généralement, ils vendaient des produits. Et du coup, je me suis lancé dans le conseil. Et du coup, j'essaye d'être présent pour les investisseurs à rendement pour les accompagner dans la création et développement de patrimoine. Ok, ça marche. Donc en fait, tu as commencé investisseur immobilier, c'est ça, hein, si je comprends bien. Et ça, voilà. Ok, et avant d'être, parce qu'aujourd'hui on en parlera après, mais tu as créé ta propre structure. Mais avant ça, du coup, tu faisais quoi, du coup? Alors, en fait, avant ça, moi, j'étais dans le marketing. J'étais dans le marketing, en gros dans la signalétique. Donc en fait, c'était la communication visuelle dans les grandes entreprises, surtout par exemple à la Défense. Donc toutes ces tours-là, en gros, moi je travaillais dans ça. C'est grâce à ça que je me suis, entre guillemets, j'ai commencé à investir dans l'immobilier. OK, bon, bah, super. Du coup, bah, on en est là, on a vu un peu ton parcours. On va surtout parler de ta société, donc l'éducation financière. Est-ce que tu peux, nous en parler, nous présenter un peu, voilà, un peu d'historique, quels services, tu proposes et comment, bah, tu peux aider les personnes? Alors, l'éducation financière, je l'ai créée en 2019 et aujourd'hui, clairement, l'objectif, il était simple au départ, c'était d'accompagner un maximum de personnes, d'où son nom, l'éducation financière, c'était de donner une éducation financière. Et c'est vrai que je suis allé vers l'immobilier parce que c'était quelque chose qui m'intéressait énormément et que je pratiquais à titre personnel. Et, euh, et aujourd'hui, je suis devenu conseiller en gestion de patrimoine entre-temps, parce que j'ai passé en fait des habilitations qui m'ont permis d'être certifié. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'accompagne les différents investisseurs en fonction de leurs objectifs à développer leur patrimoine. Mais clairement, ce que je propose, alors, je fais pas beaucoup de propagande sur mon site parce que, aujourd'hui, j'ai pas mal d'investisseurs à accompagner. Mais sinon, je fais en fait du mentorat où là, je vais accompagner l'investisseur, dans son projet immobilier, mais entre guillemets, c'est lui qui mènera toutes les actions. Moi, je suis là pour lui montrer comment faire. Ou sinon, il y a la partie accompagnement clé en main où c'est moi qui vais aller chercher un projet qui va répondre à l'objectif de la personne pour pouvoir atteindre ses objectifs à court, moyen et long terme. Et aussi, j'ai un club EF où là, en fait, l'objectif, il est simple, c'est de faire partie d'un réseau, de partager mon réseau, être entouré avec d'investisseurs, avoir une formation pour comprendre, entre guillemets, l'investissement immobilier. Et derrière, je mets aussi à disposition des opportunités immobilières. Donc voilà un peu ce que je fais, grosso modo, par rapport à l'éducation financière. OK, très bien. Et du coup, donc toi, tu basé où? À Paris? À Montreuil. À Montreuil? Je OK. suis, je suis un cabinet digitalisé en réalité, mais le siège, il est basé à Montreuil. OK, donc n'importe qui en France peut, t'appeler, peut. C'est ça, OK, et du exactement. coup, alors comment on fait, bah, si on veut se faire accompagner par toi, comment on te contacte? Généralement, moi, la plupart du temps, c'est de la recommandation. Euh, donc, c'est souvent du bouche à oreille, comme c'est comme ça qu'on me contacte. Ou sinon, directement via les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou sur Instagram, où je suis assez présent. Et généralement, voilà, on me propose un premier rendez-vous. Donc, on fait un premier rendez-vous pour faire un bilan un peu de la situation. Et si ça doit aller plus loin, là, je mets en place un audit patrimonial pour vraiment faire un point sur toute la situation. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que certes, j'utilise l'aspect de l'immobilier, mais je ne vais pas faire de l'immobilier pour faire de l'immobilier. On va développer une stratégie et voir en fonction de chaque typologie, chaque type d'investisseur, entre guillemets, mettre une stratégie avec l'immobilier. Il peut arriver que parfois, la personne n'ait pas besoin de faire de l'immobilier, parce que soit elle en a beaucoup, ou tout simplement, elle n'est pas en mesure actuellement
d'investir. Et donc, du coup, là, on va travailler sur différents supports qui existent. OK, ouais, donc c'est hyper intéressant parce qu'en gros, si je comprends bien, c'est vraiment pour une personne, voilà, qui se dit: «Allez, qui a besoin d'investir, besoin de faire fructifier son patrimoine ou faire fructifier ses finances ou améliorer ses finances», ben, peut aller te voir et entre guillemets, donc toi, tu fais un audit, c'est ça, si je comprends bien? Et puis Ouais, derrière, en fonction de, voilà, de la situation de la personne, de ses objectifs, tu vas proposer, différentes choses? c'est ça, c'est ça. En fait, moi, mon objectif, alors, je vais pas tirer sur mes confrères, CGP, mais, en fait, je me suis rendu compte, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui sont des commerciaux pour moi, qui vont vraiment vendre, des produits, pour pouvoir, bah, faire, du chiffre, et il y a ceux qui vont faire du conseil. Et en fait, comme j'ai été dans la posture, moi, du prospect qui cherchait à avoir du conseil pour pouvoir développer. Bah, du coup, aujourd'hui, je me suis dit: «Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est, être présent, apporter du conseil, ne pas chercher à vouloir faire du chiffre». Parce que je partais du principe que plus je vais apporter d'excellents conseils, bah, plus on va me recommander et entre guillemets, «ça va faire effet boule de neige». Donc aujourd'hui, ça marche très, très bien et j'en suis content. Mais voilà, mon outil, c'est vraiment de comprendre une problématique et d'y répondre avec des actions vraiment qui correspondent, à l'investisseur. OK, top. Bon, bah, de toute façon, pour, toutes les personnes qui seront intéressées, il y aura tous les liens en description, tes sites web et enfin, ton site web et puis tes réseaux sociaux. Alors, on va parler maintenant d'une partie un peu plus technique parce que je sais que tu as beaucoup de connaissances et tu partages beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, donc j'en profite et j'en fais profiter, ceux qui écoutent ou qui nous regardent. On va parler d'investissement et la première question qu'on entend et je suppose que tu l'entends aussi, c'est, en termes de noms propres et sociétés, parce que, tu vois, on parle beaucoup d'investir en société. Est-ce que tu pourrais nous parler de la différence entre investir en nom propre et en société? Déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que, je le dis souvent sur les réseaux, tout va dépendre de votre situation et de votre objectif. Parce que, investir en nom propre, aujourd'hui, pour faire simple, je vais d'abord résumer, après je vais expliquer un peu les mécanismes. Investir en nom propre, en gros, c'est investir soi-même, d'accord? Donc entre guillemets, c'est vous qui êtes détenteur en direct et investir en société, c'est vous investissez, via une personne morale qui va être la société. Et en fait, ce qu'il faut, comprendre, c'est que les 2 vont avoir un impact, d'un point de vue fiscal. C'est surtout ça qui va, entre guillemets, qui va donner une orientation un peu à ce qu'on veut faire. Pour la simple bonne raison que, au niveau de l'imposition, même au niveau des revenus que vous allez toucher, la fiscalité n'est pas la même. Donc vraiment prendre conscience que, le nom propre, c'est un investissement, qui peut être intéressant, bah, quand on commence et pour les personnes qui veulent faire de la société, encore une fois, je ne rentre pas encore dans les détails de SCLIS, SCILIR, SARL de famille, SARL, SAS, holding, tout ça. Je ne rentre pas encore dans ça, mais partez du principe que, nom propre, ça peut être intéressant quand on débute. SCLIS, c'est quand on veut vraiment, gonfler son patrimoine. Mais ça ne s'arrête pas qu'à ça, parce qu'il y a d'autres, perspectives à prendre en compte, pour savoir qu'est-ce qui est intéressant pour une SCI, qu'est-ce qui est intéressant pour le nom propre. OK, très bien et alors là, tu as évoqué des noms de sociétés, enfin des statuts de société, tu as parlé d'ACRA et cetera. Est-ce que, tu peux nous dire combien ça coûte, de à peu près, de créer une société, si je veux investir en société, Alors moi, je travaille avec un comptable. Généralement, pour 1 000 €, tu peux t'en tirer avec, les statuts, la rédaction, voilà, vraiment tout. Et après, en réalité, ça va dépendre aussi si, par exemple, alors ce qu'il faut savoir, c'est que même en nom propre, on va créer des statuts. Par exemple, quand on est LMNP, on va créer, une société, alors ça sera pas comme, comment dire? Une SCI ou une SCIS. Quand on est LMP, c'est pareil. Donc du coup, c'est pas très cher quand on est en nom propre. Ça peut aller, ouais, à l'ordre de 500 €, mais généralement, voilà, moi je travaille avec un cabinet pour 1 000 €. Ils font, vos statuts pour, tout ce qui est, SCI, ALIS et IR. OK. Ah bah, c'est intéressant de savoir ça parce que souvent, déjà on parle d'ACI et cetera, mais les gens ne savent pas forcément déjà qu'il faut payer pour créer ça, donc c'est bien de le savoir et du coup, donc tu disais, voilà, pour faire, simple, quand on débute, c'est mieux en nom propre, quand on veut peut-être accélérer et cetera, c'est mieux en société et est-ce qu'au-delà de ça, il y a, un profil type où tu te dis: «Allez, lui, il doit faire du nom propre, lui ou elle,
elle doit faire de la société? Est-ce qu'il y a un profil type? Il y a des profils types. Alors moi, les profils types, je dirais, c'est plutôt un mode de pensée. C'est surtout ça qui va définir. Par exemple, il y a des personnes qui vont me dire: «Moi, j'ai pour ambition d'acheter un maximum, de biens immobiliers, mais j'ai pour objectif de revendre». Bah, là, clairement, être en nom propre ou en SCI à l'IR, parce que la SCI à l'IR, étant donné qu'elle est imposée sur le revenu, du coup, c'est similaire à du nom propre. De ce fait, ça peut être intéressant parce qu'en cas de revente, tout simplement, là, ça peut être avantageux, au niveau de la fiscalité. Une personne qui, elle, demain, gagne, par exemple, moins de 30, du moins qui est taxée, qui a une tranche marginale d'imposition inférieure à 30, ça peut être intéressant de faire, du nom propre ou de la SCI à l'IR. Par contre, tout ce qui va être SCI à l'IS, dès qu'on a une TMI qui va être importante, supérieure à 30, étant donné que, on va être taxé, la taxation de la SCI-LIS est moins importante, de ce fait-là, ça peut déjà être quelque chose qui peut être intéressant si, au niveau des revenus, on gagne beaucoup et qu'on veut, limiter cette taxation. Le deuxième point aussi, c'est la notion de vente. Est-ce que l'objectif, c'est de conserver ou de vendre? À partir du moment où on veut vendre, il va être pertinent de s'orienter vers, des statuts type nom propre ou SCI à l'IR. Par contre, si on a pour objectif de vraiment générer du patrimoine, gonfler et vouloir conserver, et ben, tout simplement, ça peut être intéressant de s'orienter vers, de la SCI à l'IS. Donc, partez du principe que juste, c'est le mécanisme. Alors, je vais vraiment essayer de faire simple parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Vous voulez conserver votre patrimoine SCI à l'IS, vous voulez détenir du patrimoine, générer du cash et vendre à un moyen terme, bah là, le nom propre ou SCI à l'IS, ça peut être vraiment pertinent. OK. Bon, bah, en tout cas, déjà, merci pour, tous ces conseils parce que, tu vois, rien que ces questions, tu vois, moi, je parle pour moi, par exemple, c'est des questions, auxquelles on ne pense pas, en fait, à se poser et avoir ce type de réflexion grâce à ton accompagnement, bah, ça permet de faire de meilleurs choix et du coup, d'optimiser derrière les résultats donc merci pour ça et bah, pour ceux qui nous écoutent, hein, encore une fois, je vous invite à aller contacter la mine si vous avez des questions ou des besoins sur ça. On va maintenant parler du financement. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler aujourd'hui et on sait que la force de l'investissement immobilier, bon, pour ceux qui découvrent en tout cas, c'est, le fait qu'on peut acheter un bien avec l'argent de la banque, hein, avec ou sans apport, mais en tout cas, en totalité, sans mettre tout, quoi. Hem, la question qu'on se pose, est-ce qu'il faut mettre de l'apport, dans nos investissements immobiliers? Qu'est-ce que toi tu penses par rapport à Alors ça? moi, je fais partie de l'école, ça dépend de la situation. Par exemple, quelqu'un qui va, déjà la 1re chose qu'il faut se poser, c'est déjà, est-ce qu'on a suffisamment d'épargne? Alors je m'explique. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque une personne, débute dans l'immobilier, elle a suffisamment d'épargne pour déjà subvenir à ses besoins? Donc si demain vous avez un aléa, est-ce que vous êtes en mesure, vous, d'y répondre? Si la réponse est non, automatiquement déjà, je pense que l'investissement immobilier, c'est pas la priorité, mais il y a pas d'apport à mettre. Si, vous allez me répondre oui, par exemple, vous gagnez 2 000 € par mois, vous avez, 10 000 € d'épargne, ce qui représente à peu près 5 mois de mois de travail. Là, ça peut être intéressant d'investir. Par contre, la deuxième réflexion qu'il va avoir, c'est si la banque vous demande de mettre de l'apport, c'est-à-dire vous avez un projet à 100 000 €, vous devez mettre 8 000 €, est-ce que 8 000 €, c'est suffisant pour vous protéger? Généralement, la réponse, ça va être non. Maintenant, en fonction du fait que vous n'allez pas avoir beaucoup d'épargne, ça va être intéressant de se dire: «Bah, on va essayer de faire un investissement en mettant le moins d'épargne possible». Ça, c'est la partie où là, on n'a pas beaucoup d'épargne. Par contre, une personne qui est déjà établie financièrement, qui a déjà pas mal de cash, et bah, ça peut être intéressant de mettre de l'apport pour déjà diversifier, pour pas que, son argent reste immobile et que soit, grignoté par l'inflation. Le placer dans l'immobilier, ça peut être quelque chose de hyper pertinent. Par contre, l'objectif quand on va mettre de l'apport, alors ça c'est ma réflexion à moi, c'est d'aller chercher un projet qui est déjà rentable sans apport et en mettant de l'apport, on va complètement exploser, la rentabilité et là pour le coup, on peut avoir un ROI, un retour sur investissement qui peut être hyper, intéressant. OK. Alors je reviens sur ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant. La première chose que tu as dit, c'est: «Est-ce que la personne a de l'épargne?» Donc pour toi, et c'est une condition importante avant de se lancer, j'imagine que tu insinues qu'il faut avoir de l'épargne? Alors pour moi, c'est indéniable.
Alors, autrement, pour faire simple, en réalité, il y en a qui vont me dire, oui, moi, je peux investir. On peut investir sans avoir d'épargne. Sauf que moi, aujourd'hui, je pars du principe, il y a des fondations à avoir. Et si on ne veut pas que le château de cartes s'effondre, il faut que ces fondations soient solides. Donc, si vous n'avez pas d'épargne, donc s'il n'y a pas d'épargne et que, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête, hein. En fait, j'ai une investisseuse qui a investi il y a, alors je parle de ça, c'est il y a 5 ans. C'est une amie de longue date qui a investi, qui a investi. Et en fait, pour faire simple, lors des travaux, elle n'a pas voulu changer les radiateurs, chose qu'on lui avait plus ou moins recommandé. Sauf que bah, qu'est-ce qui s'est passé au mois de novembre? Alors, il y a maintenant peut-être 3 4 ans. Au mois de novembre, bah, tous les chauffages sont tombés en panne. Et du coup, elle n'a pas pu les faire financer. Donc, elle a automatiquement mis de l'apport, de l'épargne, pardon. Ça lui a valu un peu plus de, je pense, un peu plus 8 000 euros. Parce qu'il y avait à peu près, je crois, il me semblait qu'il y avait 3 lots. Ça lui a valu 8 000 euros. Sauf que si elle n'avait pas de l'épargne de côté, bah, elle n'aurait pas été en mesure de faire ça. Alors, elle a dû octroyer un crédit conso qui a des taux incroyables. Et de ce fait-là, ce que je veux dire, c'est qu'elle aurait pu être bloquée par rapport à son projet immobilier. Et ce qui a permis que pour elle, elle était sereine, c'est qu'elle avait déjà suffisamment d'épargne et qu'elle avait déjà une poche, entre guillemets, pour l'immobilier, vraiment une poche pour l'immobilier, de se dire, bah, s'il y a un problème, elle va être touchée à cette poche qui va lui permettre bah, tout simplement de régler ce problème. Il faut savoir, voilà, pour moi, il faut avoir plusieurs poches. Des poches, par exemple, au cas où, bah, si vous avez si vous avez des pépins, une épargne de précaution. Une poche pour l'immobilier, donc c'est votre trésorerie au cas où si vous avez des problèmes. Et après, derrière, si vous avez, bah, par exemple, des vacances ou d'autres projets, avoir différentes poches. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Je vais me permettre de raconter une histoire, une seconde histoire pour vraiment que les gens prennent conscience. En fait, il y a un investisseur qui avait suivi une formation d'un coach. Alors, je ne vais pas dire le nom. Mon but, c'est pas de faire de la mauvaise pub ou quoi. Il est parti, en fait, il a acheté un immeuble à Béziers. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand il a signé le compromis, eu le financement, je pense que c'était peut-être une semaine avant de signer l'acte authentique, il y a eu un dégât des eaux. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il est parti avec un membre du coach pour faire un état des lieux, pour savoir si ça valait le coup d'investir ou non. Et cette personne-là, en fait, il faut savoir que quand elle a acheté l'immeuble, elle allait avoir quasiment 34% de taux d'endettement. Donc, ça veut dire que, pour faire simple, elle n'avait plus de marge d'endettement derrière. Et en fait, au moment où ils ont visité, la personne lui a dit OK, cette personne a pris rendez-vous avec moi. Moi, ce que je lui ai dit, c'est de ne pas signer tant qu'on n'avait pas d'assurance au niveau du dégât des eaux. Et en fait, bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la personne a tellement voulu signer. En plus de ça, moi, je vais expliquer qu'elle n'avait pas d'épargne parce qu'elle mettait toute son épargne dans son projet IMO et que derrière, s'il y avait des complications, ça allait être restrictif. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça n'a pas loupé. Il signe 2 jours après. En fait, on apprend que en fait, le dégât des eaux, en fait, il a duré pendant 2 jours. L'appartement avait été subissé par le dégât des eaux et qu'il n'y a pas eu d'intervention. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait déjà un ancien problème. Et en fait, il y a un mur qui s'est effondré. Et cette personne n'était pas en mesure de refaire un crédit pour subvenir à ses travaux, même si c'est vrai que l'assurance prenait en charge. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette personne s'est retrouvée, bah, du coup, pendant plusieurs mois à devoir économiser et dans un second temps, à ne pas toucher des loyers. Ses travaux n'ont pas avancé. Sa vacance locative a largement augmenté. Et du coup, elle s'est mise dans une situation qui était vraiment compliquée parce qu'elle se retrouvait à payer un crédit immobilier et son loyer. Donc, vraiment, c'est pour ça que c'est important quand je dis d'avoir de l'épargne. C'est pour vraiment sécuriser et de ne pas se dire ça arrive simplement aux autres. Voilà pourquoi je raconte cette histoire. Ok, waouh. Ok, donc voilà, donc on est bien d'accord. Donc pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, si vous voulez vous lancer, il faut effectivement avoir un minimum d'épargne parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et je me permets de rajouter que dans tout investissement, il y a toujours un risque, même s'il est faible. Dans l'immobilier, il est plus contrôlé. Mais en tout cas, c'est un bon critère à avoir. Donc tu parles d'épargne, ok. Et est-ce que selon toi, pour investir dans l'immobilier, est-ce qu'il y a d'autres critères importants à valider? Est-ce qu'il y a un bon est-ce que c'est quoi le meilleur profil pour investir dans l'immobilier? Est-ce qu'il y a des bons profils?
est-ce qu'il y a des profils au-delà de l'épargne? Est-ce qu'il y a d'autres critères, en fait, à valider ou pas avant de se lancer, selon toi? Alors, déjà, et bon, on l'a vu, hein, il y a l'épargne. Après, il y a la tenue de compte. Ça, c'est hyper important. Les banques font très attention à comment vous gérez votre épargne, du moins pardon, vos revenus. Et également, votre reste à vivre. Parce qu'aujourd'hui, ça aussi, c'est un élément qui est important, le montant de votre loyer. Donc ça, c'est des éléments de base que les banques vont regarder. Ensuite, le projet que vous allez amener aussi et comment vous allez le présenter. Parce que pour moi, il faut savoir une chose, quand on est investisseur immobilier, même si on se présente en tant que particulier pour un achat en nom propre, en fait, on fait un investissement. Donc, à partir de ce moment-là, il va falloir qu'on maîtrise euh, tout ce qui va être fiscalité, qu'on maîtrise le rendement, qu'on maîtrise son projet. Il faut que le projet soit rentable. Alors, on peut venir avec un projet qui fait de l'effort d'épargne, ce n'est pas un souci, mais il faut qu'on ait la situation financière pour le faire. Donc, pour moi, le profil, il est simple, c'est vraiment d'avoir, bah, entre guillemets, un CDI, avoir de l'épargne, être en mesure de tenir sainement ses comptes, hein, parce qu'il faut savoir que si vous avez des agios, vous avez même des amendes, ce genre de choses, c'est des choses qui peuvent bloquer parfois, avoir un bon reste à vivre et avoir un projet qui est suffisamment rentable. Et le dernier point, vraiment, je le dis pour ceux qui, généralement, parce que j'ai déjà vu des personnes faire des dossiers de financement hyper complexes à ne rien comprendre, il faut aller au plus simple. Le banquier, le dossier bancaire, c'est pour lui simplifier la vie, pour que lui, lorsque demain, si vous allez voir un conseiller lambda, bah, quand il va lui présenter le projet, et bah, lui, il a suffisamment d'éléments pour pouvoir le présenter. Et, et indirectement, je vous le dis parce que j'ai discuté avec des directeurs de banque qui disaient que le fait d'avoir donné ces dossiers-là, ça a donné de la crédibilité à certains conseillers qui pouvaient, entre guillemets, faire comprendre qu'ils comprenaient, entre guillemets, l'investissement locatif, alors qu'en réalité, ils n'y connaissaient pas grand-chose, quoi. OK, bon, bah, très bien. Bon, en tout cas, tu as bien résumé le truc, donc de l'épargne, si on résume, un CDI idéalement, ou en tout cas, j'ai envie de dire des revenus fixes, une tenue de compte propre, pas d'agio et pas de voilà, pas de découvert, un reste à vivre suffisant et effectivement bien présenter, pardon, son projet à la banque et surtout, bah, le maîtriser, savoir de quoi on parle et aparté, est-ce que toi, tu vas accompagner les gens dans ces critères? Est-ce que si, par exemple, moi, je viens te voir je sais pas tenir mon compte. Est-ce que toi, tu vas aider les gens? Ou par exemple, je sais pas épargner, j'arrive pas à gérer. Est-ce que toi, tu peux accompagner dans ces démarches? En fait, ça fait même partie de mon activité parce qu'en fait, quand je fais l'audit, je demande. Alors, en fait, moi, j'ai pas le droit de demander les relevés bancaires. Ça serait qu'à partir du moment où il y a la partie financement. Mais au départ, en fait, je vais donner une étude de budget où c'est comme un relevé. En gros, c'est vous qui allez indiquer vos dépenses. Et en fait, moi, ça va me permettre de déjà voir comment vous dépensez, là où on peut faire des économies, là où on peut peut-être faire plus d'investissements, plus de placements. Et en fait, mon but, c'est vraiment, avant même de commencer le projet immobilier, déjà avoir un aperçu et comprendre un peu la personne pour déjà mettre en place certaines actions. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a des personnes qui, quand elles viennent me voir, bah, je vais leur dire, bah, là, on ne peut pas investir dans l'immobilier. Et bah, pour le coup, pour pouvoir préparer ce projet immobilier, on va déjà commencer à mettre des actions. Donc, ça va être de la gestion des finances, comment dire, de mettre en place de l'épargne de précaution et après, ainsi de suite, pour arriver à un projet immobilier. OK. Et donc, au-delà de tous ces critères dont on vient de parler, l'épargne et cetera, est-ce que l'âge de la personne a une influence ou pas? Dans le financement, dans le bon profil ou pas d'investisseur immobilier? Alors, alors oui, oui, forcément, plus on va être âgé, donc plus ça va. Alors, pas compliqué, mais on aura moins d'avantages. Après, il faut savoir une chose, c'est que pour moi, c'est 50-50 parce qu'en fait, généralement, plus on a de l'âge, plus au niveau financier, on est établi. Donc, généralement, on peut avoir quand même des conditions assez sereines. Par contre, c'est sûr que quand on a 50, voire 60 ans et qu'on va emprunter, bah, les conditions commencent à se resserrer. Mais par contre, quand on est jeune, certes, on a, entre guillemets, la vie devant soi, mais c'est pas là qu'on a les meilleurs salaires. Donc, c'est pour ça que c'est un peu difficile en réalité de dire que si on est jeune, on va avoir plus facilement du 25 ans, mais en réalité, tout va dépendre de la situation dans laquelle on va avoir, mais c'est sûr que l'âge va avoir un impact par rapport à la banque. Mais pour moi,
Au-delà de 50, allez, à partir de 55 ans, là, ça commence, entre guillemets, les banques commencent à faire vraiment attention. OK, bon, bah, en tout cas, bah, merci pour cette réponse et donc du coup, on parlait des jeunes tout à l'heure, on parlait de l'âge. Hem, est-ce qu'il y a un type de bien vers lequel il faut s'orienter en priorité? Est-ce que c'est plutôt l'immeuble de rapport? Est-ce que c'est le parking? Est-ce que c'est voilà, est-ce que toi, tu as un conseil à donner par rapport à ça? Alors ça va dépendre, en fait, encore une fois, de l'épargne. Pour moi, l'épargne de départ va influencer le projet, qu'on va avoir. Je m'explique. Une personne qui a déjà de l'épargne, même si elle est jeune, hein, elle a déjà suffisamment d'épargne, quand elle va investir dans l'immobilier, elle peut se permettre, par exemple, d'aller sur un immeuble de rapport de 3-4 lots parce qu'elle sait que si demain il y a un pépin, financièrement, elle est en mesure de pouvoir, y répondre. Par contre, la personne qui a pas beaucoup d'épargne, mais qui en a un peu et elle sait que voilà, elle pourra pas spécialement, gérer un immeuble de rapport, bah, elle va peut-être aller sur un appartement où là, ça sera beaucoup plus simple pour commencer. Donc ça peut être intéressant. Par contre, la personne qui a pas d'épargne et ça, c'est quelque chose que j'entends très rarement, et pour moi qui est vraiment quelque chose d'hyper important, c'est l'achat-revente. Pour moi, l'achat-revente, c'est le meilleur levier pour débuter dans l'immobilier. Je dirais même en réalité, c'est l'un des meilleurs outils pour commencer, dans l'immobilier. L'objectif, c'est très simple, c'est de faire, une opération d'achat-revente. Alors, soit vous faites, sous alors, entre guillemets, en résidence déguisée, mais c'est pas forcément ce que je vais recommander, mais c'est un levier qui existe et qui peut être utilisé. Vous pouvez très bien acheter votre résidence principale, résider quelques mois dedans et derrière la revendre. Ça, vous avez le droit. Après, voilà, mais pour comprendre le concept, c'est de se dire, bah, j'ai pas beaucoup d'épargne, ou je veux me créer de l'épargne, et ben, on peut aller sur un projet où on va essayer de créer. Alors, pas besoin d'aller se faire du 100 000, 200 000 € tout de suite. Si on peut le faire, tant mieux. Mais déjà, 30 000 € de plus-value, c'est déjà très intéressant. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous allez sur, par exemple, 30 000 € et que vous avez la capacité d'endettement, par exemple, pour aller sur 300 000 €, bah, vous pouvez déjà acheter un immeuble à 300 000 €. Vous pouvez ou même acheter, si vraiment vous êtes sur des secteurs où les prix au mètre carré sont assez faibles, et bah, aller sur 3 projets à 100 000 € et là, ça peut être déjà intéressant, ou même 2 projets à 250 000 € et ainsi de suite. Donc, le fait d'avoir ce cash-là, va permettre de pouvoir aller sur des projets plus importants, avec plus de rentabilité et avoir surtout bah, du cash pour investir ou même pour éventuellement pour divers projets. Donc c'est hyper intéressant pour moi de commencer quand on n'a pas trop d'épargne, bah, de s'orienter vers l'achat-revente. Et pour les personnes qui, elles, ont déjà suffisamment d'épargne, bah là, pour le coup, d'aller vers du locatif. Waouh! OK, bon, bah, super, super info là que tu viens de donner. Du coup, effectivement, on voit vraiment que tu as réfléchi à, en fait, selon le profil, un peu au type de stratégie, voilà, de manière assez simple et puis après, de toute façon, il faut adapter selon les profils. Mais, là, de ce que je comprends, c'est que l'épargne, quand même, a un rôle, quand même prépondérant dans, déjà la capacité à acheter et puis le type de stratégie que la personne va adopter. C'est C'est ça. C'est ça. Après, pour moi, l'erreur, c'est que quand on commence dans l'immobilier, et pour être transparent, moi, j'ai fait cette erreur-là, c'est d'être omnibulé par le cash flow. Pour ceux qui vont investir, on va vite se rendre compte au bout de 3 à 4 opérations, le cash flow, c'est plus ce qu'il y a de plus important. C'est important, mais ce n'est pas le plus important. Et en fait, il y a des personnes qui ont pas d'épargne et sont tellement omnibulées par le fait d'avoir des compléments de revenus qui veulent tout de suite avoir du locatif. Et quand on va leur parler d'achat-revente, ça ne va pas leur parler parce qu'en fait, ils vont se dire, oui, ça, je vais avoir une grosse somme à un moment, mais je vais l'avoir dans 6 mois, 8 mois. Alors que là, je sais que mon projet, dès que le bien il est loué, tout de suite, j'ai ma rente. Sauf que la réalité, c'est que déjà, généralement, quand on investit dans l'immobilier, la rente qu'on va avoir va être là pour prémunir ces travaux et pour gonfler cette enveloppe travaux. Donc moi, je dis souvent, pour aller plus loin un peu au niveau stratégie, les premiers biens qu'on achète, donc généralement, je dis souvent, bah, pendant 7 ans, on va acheter un maximum de biens. Tous les loyers qu'on va récupérer, on va les garder en trésorerie. Après, il va y avoir pendant 7 ans des aléas et on va utiliser cette poche pour pouvoir y répondre. Par contre, au-delà de 7 ans, on aura déjà pas mal de cash. Et là, la question va se poser, est-ce que bah, là, on va commencer à continuer
à faire grossir cette poche. Mais il faut savoir qu'au bout d'un moment, il n'y a plus forcément d'intérêt d'avoir un fonds travaux qui soit hyper élevé par rapport aux investissements qu'on a. Donc, du coup, on peut se poser la question, est-ce que, bah, par exemple, là, on va dire, au bout de 7 ans, on a peut-être 1000 euros de cash flow. Alors, il peut y avoir beaucoup plus, beaucoup moins, mais je fais exprès pour ne pas faire vendeur de rêve. On a 1000 euros de cash flow sur cette projet. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que sur ces 1000 euros, on va utiliser, bah, par exemple, 500 euros qu'on va placer, par exemple, sur de la SCPI, sur différents supports. Les 500 restants, bah, par exemple, on peut les garder pour soi ou même dire bah, on fait 300 euros pour la trésorerie, 300 euros pour son plaisir personnel et 300 euros qu'on va placer sur différents supports d'investissement. Donc, le but, c'est vraiment, dans un premier temps, d'acheter un maximum de biens, les couvrir rapidement grâce à la trésorerie générée. Et pour ça, il y a la méthode du différé pour tout de suite emmagasiner les premières années un maximum de cash. Et après, derrière, bah, je dis souvent bah, pouvoir jouir de son patrimoine et mettre en place des actions pour profiter et placer sous autre forme le cash flow accumulé. Waouh, waouh, waouh! Bah, je crois qu'honnêtement, tu es la première personne à dire ça, qu'effectivement parce que c'est vrai que c'est une erreur qu'on fait, tu vois? Que j'ai fait aussi personnellement, ça me fait rire, effectivement de dire: «Dès qu'on a du cash flow, allez, je vais l'utiliser et cetera», et là, tu donnes vraiment un bon conseil parce qu'effectivement dans des biens immobiliers, bah, il faut les entretenir quand on fait du locatif. Donc il y a une partie travaux et cetera, une partie aléas et ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant donc merci beaucoup pour ces conseils. Et rien que pour ça, pour ceux qui nous écoutent, hein, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, puis à aussi vous abonner au réseau de Lamine, parce que franchement, depuis tout à l'heure, tu donnes que des conseils vraiment très intéressants et qu'on n'entend pas beaucoup, je trouve, sur Internet ou ailleurs. Donc merci beaucoup pour ça. Donc toi, tu parles beaucoup d'investissement immobilier. Pourquoi tu t'es focalisé sur l'immobilier? Est-ce que selon toi, il y a plus d'avantages à faire de l'immobilier qu'à faire autre chose? Ou voilà, est-ce que c'est plus simple? Voilà. Pourquoi l'immobilier en fait? Pourquoi l'immobilier? Tout simplement parce que pour moi, alors c'est plutôt par rapport à des croyances, c'est le meilleur outil pour créer de la richesse et que je pars du principe que même une personne qui n'a pas de gros revenus peut investir. Alors, et on peut créer de la richesse. Donc, par exemple, quelqu'un qui va avoir un petit salaire peut très bien aller sur du parking, peut très bien aller sur un tout petit studio, et ça va pouvoir donner une assise par rapport à son patrimoine. Et alors que, par exemple, si je dis à une personne, bah, on prend de l'argent pour le placer sur une assurance vie, sur une SCPI, sur différents fonds, même pour réduire de l'imposition, ce genre de choses, il va falloir qu'au niveau des revenus, on gagne quand même beaucoup. Alors que l'immobilier, certes, il faut de l'épargne. Donc, on peut très bien se dire pendant 5 ans, on va attendre. Mais derrière, ce qu'on va lever, on ne sera pas en mesure, par exemple, une personne qui va gagner par exemple 2 000 euros, qui va lever 100 000 euros, et bah, poser la question combien de temps il lui faut pour lever, pour épargner 100 000 euros. Et là, pour le coup, c'est hyper puissant pour pouvoir bah, générer du cash, pardon, générer du patrimoine. Et aussi, ça apporte une couverture familiale, ne serait-ce que pour les personnes qui vont faire de la résidence principale. Donc ça, c'est hyper important. C'est des notions vraiment à prendre en compte parce que voilà, pour moi, l'immobilier, c'est quelque chose de très puissant à la fois pour générer du patrimoine, mais aussi pour apporter une sécurité au niveau de la famille. Très bien, très bien. Bon, bah, en tout cas, ce sera le mot de la fin, pour Lamine. Donc merci beaucoup Lamine, vraiment merci pour, toutes les pépites et toute la valeur que tu as apportée aussi cette interview. Honnêtement, voilà, c'est top. Donc vraiment, je vous invite, pour les gens qui nous écoutent ou nous regardent, allez checker les réseaux de, Lamine, allez voir l'éducation financière parce que rien qu'en là, en une demi heure, on a appris énormément de choses. Donc je n'imagine pas ce qu'on va pouvoir apprendre quand on est accompagné par tes soins. Donc merci beaucoup pour ton temps et tous tes conseils et bah, pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, je vous dis à plus tard. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.